affiché. 4, 3, 2, 1. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bienvenue sur notre chaîne de webinaire SkiCube. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui parmi nous pour évoquer un sujet qui concerne une majorité d'entreprises. Donc, vous êtes une start-up, vous êtes micro-entrepreneur, chef d'entreprise, peut-être d'une TPE, d'une PME, et vous êtes bien tenté d'ouvrir les portes de votre entreprise à un jeune en formation, soit parce que vous avez une charge de travail qui nécessite momentanément des bras et une tête supplémentaire, soit parce que la solitude du dirigeant vous pèse, soit encore parce que vous avez envie de partager, de former, d'accompagner un jeune dans sa formation, soit les trois à la fois. Donc, apprenti, stagiaire, vous ne savez pas trop comment choisir, à quoi cela vous engage-t-il, comment le recruter, comment l'encadrer, et c'est la valse des questions qui commence. Donc, pour y répondre, et pour vous donner toutes les informations sur les spécificités de ces deux profils, nous avons demandé à Agnès Noël, conseillère RH à la CCI de Versailles, et à Claudius Sirbu de vous expliquer déjà leur démarche. Claudio vous expliquera, il est chef d'entreprise et il a traversé ces moments de doute certainement aussi pour choisir entre un apprenti et un stagiaire. Du coup, il a pris les deux, je crois. Il vous expliquera tout ça tout à l'heure. Et puis également pour connaître les modalités à prendre en compte en fonction de vos besoins, du moment et de vos attentes. Comment faire, comment recruter, comment adapter les bonnes pratiques pour ce recrutement et ces quelques semaines passées ensemble pour qu'elle soit une réussite pour l'entreprise et puis aussi une belle aventure humaine. Donc, je vais rapidement leur laisser la parole. Simplement, 2 mots, vous avez à l'écran donc quelques informations sur SkiCube que vous connaissez peut-être, qui est un lieu, des outils, une équipe. Donc, à la fois pour vous aider, vous en tant qu'entreprise, pour accompagner les porteurs de projets, les entrepreneurs, avec un réseau d'experts, donc à travers un certain nombre d'ateliers que nous proposons, tels que celui d'aujourd'hui, donc soit en présentiel, soit en distanciel. Un incubateur, donc pour tous les projets d'innovation technologique ou de service, un réseau associatif de lancement qui s'appelle Initiative pour des prêts d'honneur sans intérêt ni garantie, pour donc vous aider, vous donner un petit coup de pouce dans la création ou le développement de votre entreprise, et puis un service emploi, donc si toutefois vous souhaitez justement recruter un apprenti ou un stagiaire ou un employé, vous avez la possibilité de contacter skiemploi.fr. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour vous. Vous avez nos coordonnées à l'écran et vous aurez de toute façon accès à ce replay. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez les moindres questions. Vous aurez la possibilité également de poser vos questions tout au long de ce webinaire, dans le chat qui se trouve à droite de votre écran. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous serons là pour y répondre. Donc, surtout, ne restez pas dans votre coin, partageons. Voilà, je laisse tout de suite la parole à Agnès qui va donc vous indiquer toutes les spécificités de ces deux profils. Je prends simplement le temps de refermer mon document pour lui laisser la place. Hop là, normalement ça devrait être bon. Je laisse Agnès ouvrir le petit document et on va pouvoir commencer. Voilà, très bien. Alors, à vous Agnès. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Eh bien, écoutez, on va rapidement voir quels sont les critères que vous devez prendre en compte pour choisir entre un stagiaire ou un apprenti. Alors, ce choix va dépendre de plusieurs critères, à la fois les intentions que vous avez par rapport à cette personne que vous allez accueillir chez vous et les objectifs que vous poursuivez pour l'occuper. On verra également que l'identification et la sélection du candidat, ça se prépare. L'accompagnement au sein de votre entreprise, ça se prépare également. Et votre choix va aussi être fortement influencé par les particularités de chaque situation. On va voir successivement le stage d'une part et le contrat d'apprentissage d'autre part. Et puis un point important, savoir comment réagir en cas de mésentente avec le stagiaire ou avec l'apprenti. Alors, je démarre tout de suite par une définition.
juste pour vous dire que un stagiaire, pardon, un stagiaire, c'est quelqu'un qui va venir dans votre entreprise pour une situation temporaire, pour une mission temporaire qui ne peut pas excéder 6 mois. En fait, un stage, vous pouvez prendre quelqu'un en stage entre 2 et 6 mois, pas plus. Pour quelle tâche? Attention, un stagiaire n'est pas là pour occuper un poste de salarié. Le stage a un but pédagogique uniquement. Il est là pour apprendre ce stagiaire. Il n'est pas là pour produire. Même si vous lui confiez, des tâches, récurrentes, il n'y a pas lieu à ce qu'il y ait, une tâche régulière comme s'il était en CDD au sein de votre entreprise. Ces missions, confiées doivent être conformes au projet pédagogique qu'on lui a fixé dans son établissement. Je vais vous donner un exemple. J'ai relevé, très récemment une offre de stage sur la Côte d'Azur, de juillet à août, pour, accueillir les clients, leur vendre, je crois que c'était, des entrées ou, pour, gérer, le yacht club de je ne sais plus quel port. C'était bien indiqué stage non rémunéré. Bah non, là, je suis désolée, ça correspond vraiment à une mission, que l'on confie à un salarié en CDD. Donc attention, le stagiaire n'est pas là pour occuper un poste de salarié. Alors, un stagiaire, en principe, enfin, c'est pas en principe, c'est qu'un stagiaire n'est pas rémunéré. Il peut percevoir et il doit percevoir une gratification au-delà de 2 mois consécutifs de présence dans l'entreprise, mais ça n'a pas un caractère de salaire. C'est bien une gratification qui est fixée en fonction, du plafond horaire de la sécurité sociale qui correspond à 15. C'est-à-dire que le stagiaire va percevoir tous les mois, suivant le nombre d'heures qu'il a effectuées dans l'entreprise, une gratification correspondant à 3,90 € par heure de stage. Sachant que, cette somme, enfin cette gratification va, évoluer avec en fonction du plafond, de la sécurité sociale qui change au 1er janvier de chaque année. Attention également, si vous avez, l'intention de prendre un stagiaire, vérifiez bien dans votre convention collective, qu'il n'y ait pas une mention relative à une gratification plus, intéressante pour le stagiaire, auquel cas il faudra, la lui, la lui faire percevoir. Vous avez un simulateur aussi sur, le site service public, qui vous permet de calculer cette gratification. Alors la, 2e, pardon, voilà, la 2e définition que je voulais vous donner, c'est celle du contrat d'apprentissage. Je ne sais pas si, souhaitez-vous reprendre la dernière partie? Non. Voilà, pardon, hop. Donc pour l'apprenti, par contre, c'est un contrat de travail, qui est d'ailleurs atypique, mais c'est un contrat de travail avec une relation de subordination entre le salarié et l'employeur. Un contrat, d'apprentissage peut être à durée déterminée ou indéterminée et son objectif, c'est, de faire en sorte que l'apprenti, obtienne son diplôme ou un titre qui est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles. Donc l'apprenti va avoir un contrat de travail avec l'entreprise et suivre des périodes de formation au sein d'un CFA. Donc c'est un jeune travailleur salarié en entreprise sous la responsabilité d'un maître d'apprentissage. Alors, la tâche d'un apprenti correspond à un contrat de travail qui mêle la réalisation, de prestations ou d'actions et aussi un apprentissage de son métier. La rémunération, là, est fixée par une grille nationale qui dépend, de l'âge de l'apprenti et de l'année du diplôme qu'il prépare. Même chose, heu, cette grille, fixe des montants minimums, sur lesquels vont s'appliquer les fameuses aides, qui existent actuellement. L'aide à l'embauche d'un apprenti, qui est une mesure, exceptionnelle actuellement et qui visiblement va être, prolongée. Dans quelles conditions, on ne le sait pas encore, mais c'est une prolongation qui a été annoncée par le ministère du Travail.
Même chose pour cet apprenti, vérifiez dans votre convention collective, s'il n'existe pas une mention plus intéressante en termes de rémunération pour, l'embauche d'un apprenti. Pareil, vous avez un simulateur qui vous permet, de calculer le salaire de cet apprenti. Alors, pour pouvoir, faire le choix entre entre un stagiaire ou un apprenti, vous allez devoir définir votre besoin. Heu, Posez-vous la question de savoir pourquoi vous avez besoin, de quelqu'un déjà. Pourquoi avez-vous décidé de recruter quelqu'un? À quel problème va-t-il répondre? Est-ce qu'il s'agit d'un poste pérenne? Si c'est un poste pérenne, attention, le stagiaire n'est pas, la formule la mieux indiquée. Quel sera l'objectif à atteindre, par le candidat? Qu'est-ce qu'il va vous apporter? Et puis surtout, définissez bien ses missions au quotidien et ses missions, ponctuelles. Je vous ai, préparé quelques slides sur, on va dire les spécificités du stage et les spécificités de l'apprentissage. Alors que l'on soit, sur un stage ou sur un apprenti, on est sur de la formation initiale. Pour pouvoir prendre quelqu'un en stage, la personne doit avoir 14 ans minimum et maximum, c'est sa fin d'études qui va, c'est le diplôme qu'il prépare, qui va dicter aussi l'âge maximum. Il y a des dérogations qui sont possibles, par exemple dans les dispositifs relatifs à l'insertion. Pour l'apprenti, on peut devenir apprenti de 16 ans à 29 ans révolus. Et pour, les personnes qui sont reconnues, travailleurs handicapés, là, l'âge maximum ne s'appliquera pas. C'est-à-dire qu'on peut devenir apprenti à partir de 15 ans et 1 jour, jusqu'à 29 ans révolus. La durée. Notez bien qu'un stage doit avoir une durée comprise entre 2 et 6 mois. Pour l'apprentissage, c'est une durée entre 6 et 36 mois. Ça correspond en principe au temps, d'apprentissage, lié au diplôme préparé. Alors, au niveau du temps de présence pour le stagiaire, c'est quelqu'un qui est là à temps plein pour son stage. Pour l'apprenti est là à temps partiel puisque souvent, le temps de présence de l'apprenti va dépendre aussi, de son temps de formation au sein du CFA. Donc c'est aussi un point, à vérifier avec les candidats que vous allez recevoir. Hem, une petite précision, je ne pense pas qu'il soit utile d'indiquer dans votre annonce que vous souhaitez un apprenti présent, 3 jours sur, 5 dans votre entreprise. En fait, le problème de l'apprenti, c'est que c'est son CFA qui va fixer les temps de présence, à la fois d'études et de présence dans votre entreprise. Heu Au niveau de la matérialisation, de la relation entre vous et votre stagiaire, là, on va, signer une convention de stage tripartite dont la rédaction doit être particulièrement soignée. C'est un contrat, enfin, c'est une convention, pardon, qui va prévoir, tout ce qui concerne, la présence du stagiaire dans l'entreprise. Je vous invite à bien prévoir une clause de résiliation pour pouvoir, mettre un terme à la convention de stage en cas de problème. Ce n'est pas un contrat de travail, il n'est pas soumis au contrat de travail. Il est visé, par le code de l'éducation, mais il n'est pas visé par ce n'est pas le code du travail qui s'applique à la relation entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil et l'établissement d'enseignement. Au contraire, le contrat d'apprentissage, c'est bien un contrat de travail, c'est bien le code du travail qui s'applique et la convention collective de votre entreprise. Il se matérialise par un CERFA, qui permet, d'indiquer, toutes les mentions relatives au contrat de travail et on notera aussi dans ce contrat d'apprentissage que l'on doit faire une différence entre la date de conclusion du contrat d'apprentissage et la date de son début d'exécution.
Je m'explique. Par exemple, si l'on prend l'hypothèse d'un contrat d'apprentissage pour lequel vous souhaitez recevoir votre apprenti au mois de septembre 2022, vous pouvez fort bien signer le contrat d'apprentissage dès le mois de mai ou le mois de juin 2022. C'est la date de conclusion du contrat d'apprentissage qui va aussi déclencher l'aide à l'embauche d'un apprenti. En tout cas, l'aide exceptionnelle qui est en place actuellement. Dans ce contrat, enfin dans ce qui matérialise votre relation, l'objet du stage doit bien préciser qu'il s'agit d'une découverte de l'entreprise et du monde du travail. Il doit bien préciser les compétences que le stagiaire doit acquérir ou qu'il a à développer. Il faut bien indiquer des objectifs pédagogiques. Et puis dans l'apprentissage, on va indiquer la mission ou le projet ou le titre du poste que va occuper cet apprenti. L'évaluation finale du stage, c'est un rapport de stage que le stagiaire doit établir et qu'il soutient en général devant son établissement d'enseignement. Pour l'apprenti, même chose. Il a un mémoire à rédiger et une soutenance pour pouvoir valider son diplôme et son passage à l'apprentissage d'un métier. Par rapport à la rémunération, donc je reviens juste rapidement sur la rémunération du stagiaire. Un stagiaire que vous prenez pour moins de 2 mois, il n'aura pas de gratification. Enfin, on ne vous oblige pas à lui donner une gratification. Vous pouvez le faire, mais vous n'y êtes pas obligé. Par contre, au-delà de 2 mois de présence dans votre entreprise, vous devez lui verser une gratification qui est, je vous le rappelle, de 3,90 €, enfin 3,90 € par heure de stage. Ce qui fait que vous allez calculer en fin de mois le temps de présence dans votre entreprise que vous multipliez par 3,90 €. Pour l'apprenti, c'est un salaire qui équivaut à un pourcentage du SMIC. Encore une fois, la grille du ministère du Travail est pensée grille et pensée simulateur de calcul de la rémunération. S'agissant de la protection sociale du stagiaire, le stagiaire conserve son statut d'étudiant. Il ne devient pas salarié de l'entreprise, il conserve son régime sécurité sociale et attention, si vous lui versez une gratification supérieure à 3,90 € par heure de stage, les sommes que vous lui allouez sont soumises à cotisation sociale. L'apprenti, lui, bénéficie de la protection sociale d'un travailleur salarié. Alors l'aide, juste rapidement, l'aide exceptionnelle qui est versée aux salariés apprentis est couvert pour grande partie par cette aide qui est versée par le biais de l'opérateur de compétences. Et j'ai un petit souci d'affichage. Alors, a priori, j'interviens juste une minute pour vous Oui. dire que pour nous, l'affichage est parfait. Il n'y a pas de. Il a disparu. Alors, voilà. c'est pas grave. Voilà, petit souci technique, on va résoudre tout de suite. Pas de problème, ça devrait revenir. Voilà. Je voudrais passer à la slide suivante. Donc, la petite flèche. Alors, attendez, je suis sur la 8, c'est pour ça. Voilà. Merci. Elle concerne les avantages. Quand vous accueillez un stagiaire dans votre entreprise, vous n'êtes pas obligé de lui attribuer des avantages, mis à part l'accès au restaurant d'entreprise, des tickets restaurants si vous en proposez aux salariés, le comité d'entreprise et ses actions en faveur des salariés et le remboursement des frais de transport. Attention aussi à l'assurance responsabilité civile du stagiaire. Il doit vous fournir une attestation. C'est pas à l'entreprise d'assurer cette assurance. S'agissant de l'apprenti,
lui, l'apprenti est assimilé à un salarié, de l'entreprise. Donc il perçoit les mêmes avantages que, les salariés de l'entreprise. Il a droit à la mutuelle, à la prévoyance, aux éventuelles primes de fin d'année ou à l'éventuel 13e mois, la participation, l'intéressement, les actions du comité d'entreprise, l'accès au restaurant d'entreprise, les tickets restaurants s'il y en a et bien sûr les remboursements des frais de transport. Attention aussi aux entreprises qui souhaitent, prendre un stagiaire ou conclure un contrat d'apprentissage et qui n'ont pas de locaux. Il m'arrive, souvent d'avoir, des créateurs, de start-up ou des créateurs, d'activités qui sont, sans salariés et qui veulent prendre quelqu'un. Le télétravail, est quand même, déconseillé, du fait de la présence et du coaching que le maître d'apprentissage ou que le référent du stagiaire doit avoir auprès de la personne. Hem, il est possible de faire de proposer du télétravail, mais occasionnel et c'est plutôt déconseillé. La prise en charge des frais de scolarité. Le stagiaire, lui, est un étudiant. L'entreprise n'a pas à, contribuer aux frais de scolarité du stagiaire. Pour l'apprenti, alors l'apprenti, les frais de scolarité sont prévus et couverts par votre opérateur de compétences. Donc c'est aussi, la raison pour laquelle on passe par l'opérateur de compétences quand on prend un apprenti. Le CERFA, contrat d'apprentissage doit être transmis à l'opérateur de compétences pour qu'il puisse l'enregistrer et qu'il prévoit aussi de couvrir les frais de scolarité, de l'apprentissage. Les aides au recrutement. Quand on prend un stagiaire, il n'y a pas d'aide au recrutement. Déjà, c'est pas un recrutement, c'est une convention et il n'y a pas d'aide particulière. Pour l'apprentissage, vous avez vu, vous avez entendu qu'il y avait effectivement, des aides qui sont prévues pour, permettre d'avoir, le de favoriser le plus possible la voie de l'apprentissage pour apprendre un métier. Donc oui, il y a, une aide au recrutement, qui est de 5 000 € pour l'embauche d'un apprenti mineur, à 8 000 € pour un apprenti majeur. Attention cependant, cette aide, qui devait prendre fin, au 30 juin est prorogée oralement. Les conditions dans lesquelles elle sera prorogée sont encore à être, on doit encore attendre pour voir comment elles seront définies. La déclaration d'embauche. Quand on quand on a un stagiaire, quand on prend un stagiaire, on n'a pas à faire de déclaration d'embauche puisque ce n'est pas un salarié. Toutefois, veillez à inscrire dans le registre du personnel la mention de l'entrée et de la sortie du stagiaire. Quand on a un apprenti, quand on embauche un apprenti, la déclaration d'embauche doit être faite et bien sûr la mention, du contrat, de l'entrée, de l'apprenti doit être faite dans le registre du personnel également. Par rapport au congé, si le stage est inférieur à 2 mois, il y a aucun congé qui est possible pour le stagiaire. Au-delà de 2 mois, il peut prendre des congés. C'est pour ça aussi qu'il faudra prévoir cela dans la convention, de stage. S'il a la possibilité de prendre des congés, OK, mais ce ne seront pas, des congés rémunérés. Pour l'apprenti, là, c'est différent, c'est un salarié. Comme tout salarié, il acquiert des jours de congé et il a aussi droit à des congés pour passer ses examens. Alors cette, personne que vous allez, accueillir dans votre entreprise, s'il s'agit d'un stagiaire, vous allez désigner aussi au sein de votre entreprise un maître de stage. Alors soit c'est le dirigeant, soit c'est un de ses collaborateurs. Même chose pour l'apprentissage. Un maître d'apprentissage doit être désigné, et qui doit avoir, des capacités à, guider et driver l'apprenti. Hem, oups là.
Voilà, j'ai un petit encore, je bloque un peu. La 9. Vous la voyez? Encore, voilà, on va s'arranger, on va y arriver. Elle ne devrait pas tarder, il y a toujours une petite latence. Donc là, on est toujours sur la page précédente. Oui, donc j'ai du... Donc, il faut juste cliquer sur sur la petite flèche violette. Donc, on va recommencer. Si vous voulez me redonner, voilà, hop. C'est les aléas du direct. Désolée. Hop là. Oh, bon, Voilà, on va y arriver, voilà. voilà, nickel. Donc, alors il faut aussi indiquer pour le stagiaire un référent académique. Donc là, ce sera l'établissement d'enseignement du stagiaire et le centre de formation, le CFA pour l'apprentissage. Alors, pour un stage, il n'y a pas de période d'essai prévue, puisque ce n'est pas un contrat de travail. Pour un apprentissage, il y a bien une période d'essai de 45 jours au cours de laquelle l'apprenti comme l'employeur peut mettre un terme à cette période d'essai sans avoir à justifier la rupture du contrat. La rupture anticipée de la convention de stage est possible. Attention toutefois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à l'avoir prévu dans la convention de stage. Pour l'apprentissage, la rupture anticipée est possible également donc, quand on est sur la période d'essai ou à la suite, lors du déroulement du contrat, soit par consensus ou par médiation. Je vais y revenir un petit peu plus loin. À la fin du contrat, l'entreprise doit remettre au stagiaire une attestation de stage, une évaluation de la qualité du stage par l'élève. L'apprenti, lui, comme il est un salarié à part entière, il doit recevoir son reçu pour solde de tout compte, son certificat de travail et une attestation Pôle emploi. Si vous envisagez d'embaucher en CDD ou en CDI votre stagiaire, c'est possible si il arrive à la fin de son cursus. À ce moment-là, la période de stage va compter dans la période d'essai qui existera tout de même, mais elle sera réduite du fait de la présence dans l'entreprise. L'ancienneté du stagiaire sera également reprise dans son dans son parcours dans votre entreprise. En ce qui concerne l'apprenti, vous pouvez tout à fait l'embaucher en CDD ou en CDI à l'issue de ses études. Même chose, période d'essai réduite et ancienneté reprise. Alors, pour pouvoir trouver la perle rare et pouvoir accueillir un stagiaire ou embaucher un apprenti, vous devez donc rédiger et publier une annonce que je vais vous décortiquer un tout petit peu pour pouvoir toucher le maximum de candidats intéressants. Alors, sachez que l'entrée en apprentissage se fait à tout moment de l'année. Traditionnellement, les écoles et les cursus prennent effet au mois de septembre, mais certains démarrent en janvier. Il n'y a plus de périodicité comme on pouvait connaître antérieurement avec une année scolaire de septembre à juin. L'entrée en apprentissage peut se faire aujourd'hui à tout moment de l'année. Mais traditionnellement, on voit bien que le nombre d'offres est particulièrement importante en ce printemps et peut courir jusqu'au mois d'octobre puisque les alors, les stagiaires, c'est plus sur les mois de mai, juin qu'ils vont être disponibles pour venir faire leur stage dans votre entreprise. Par contre, pour un apprenti, l'apprenti commence à chercher son entreprise dès le mois d'avril. Et cette recherche peut s'étaler jusqu'au mois d'octobre. Il faut savoir une chose, c'est qu'un apprenti qui ne trouverait pas d'entreprise d'accueil, le CFA peut tout de même lui faire démarrer sa période d'apprentissage. À ce moment-là, il n'a pas le statut de salarié, mais un statut d'étudiant. Et cette période peut durer 6 mois. Après, il faut qu'il ait trouvé son entreprise pour pouvoir valider
son diplôme. Alors, quelques sites pour publier votre annonce, que ce soit un stage ou une alternance ou un apprenti. Alors, vous avez le site Un jeune, une solution, le site La bonne alternance pour les apprentis, le site du gouvernement sur l'apprentissage, l'apprenti.com, alternance-emploi.gouv.fr. Il y a beaucoup de sites qui permettent de publier, et sans oublier les job boards tels que Indeed, Monster, etc. Je ne les cite pas tous. Vous avez l'APEC, LinkedIn, bien entendu, et directement aussi auprès des écoles et des services relations entreprises des écoles. Alors, pour rédiger une annonce attractive, vous avez une trame que je vous expose ici, qui permet de cibler au mieux les candidats. Si vous êtes sur mettons un chargé de clientèle en alternance, vous devez démarrer votre annonce par le titre du métier ou le stage. La localisation, très important, le type de contrat, donc contrat en alternance ou stage, durée, si c'est un stage de 2 mois ou de 6 mois, un CDD ou un CDI pour un contrat d'apprentissage, une date de démarrage, le salaire. Alors ça, c'est plus pour les annonces sans mention d'apprentissage ou de stage. Dans une annonce, il faut absolument mettre dans un titre les éléments essentiels qui vont permettre d'attirer l'attention du candidat. Et le salaire en fait partie. C'est vrai que pour un apprenti, ce sera plus difficile de mentionner un salaire. Vous pouvez toujours mettre rémunération selon grille nationale des salaires des apprentis. C'est un peu long. Que lui proposez-vous? Vous lui proposez de rejoindre votre entreprise. Que fait votre entreprise? Pourquoi vous avez besoin de ce candidat? Pourquoi vous avez décidé de recruter? On rejoint un petit peu les besoins à définir qu'on avait vus plus haut, et quel sera l'objectif principal qui va permettre à votre candidat de se projeter dans votre entreprise. Mentionnez également ses missions au quotidien, ses missions ponctuelles. On l'a vu plus haut, ça fait partie des réflexions à avoir avant de rédiger votre annonce. Vous pouvez aussi mentionner qui seront les personnes qui vont l'accueillir et avec lesquelles il va soit passer sa période de stage, soit travailler. Vous pouvez très bien dire que vous serez accompagné par votre maître d'apprentissage, Paul, qui a une bonne connaissance, une bonne expérience dans le domaine dans le domaine particulier que vous proposez. Vous présentez aussi la culture de l'entreprise, sa structure. Et puis, n'oubliez pas d'indiquer comment se déroule le processus. Alors, processus de recrutement pour l'apprenti, par exemple, un premier rappel ou une première visio pour faire connaissance, un rendez-vous dans l'entreprise pour rencontrer l'équipe et un dernier rendez-vous pour fixer les modalités de votre embauche ou de votre accueil en stage chez nous. Mettez aussi terminez toujours votre annonce par un call to action. Si vous vous reconnaissez dans cette description de poste, n'hésitez pas, postulez. Et puis, vous pouvez mettre aussi un petit détail dans l'annonce qui va permettre aussi de sélectionner les candidats qui auront lu votre offre. Parce que bien souvent, on se retrouve sous une tonne de CV qui n'ont pas trait à ce que vous recherchez, aux candidats que vous recherchez, parce que ce sont des personnes qui font des envois de CV en nombre. Et le risque, c'est de se retrouver avec une tonne de CV qui ne correspondent pas. Vous pouvez très bien mettre un petit détail dans l'annonce. Quand vous faites votre call to action, vous indiquez n'attendiez plus postuler. Indiquez-moi votre couleur préférée dans votre CV et là, vous pouvez sélectionner ceux qui ont réellement lu l'annonce jusqu'au bout. Ça peut être intéressant.
un moment à ne surtout pas négliger. Excusez-moi, je me suis trompée. Un moment à ne surtout pas négliger, c'est l'intégration, que ce soit votre stagiaire ou que ce soit votre apprenti. Le jour J, veillez à que tout soit prêt pour accueillir ce stagiaire ou cet apprenti. Il n'y a rien de plus désagréable pour tout salarié qui arrive dans une entreprise que de ne pas d'avoir la sensation de ne pas avoir été attendu ou de ne pas être attendu le jour J. Préparez-lui tout le matériel, tout l'administratif dont il aura besoin. Présentez-lui l'équipe et surtout le maître de stage ou le le maître d'apprentissage, excusez-moi. Transmettez-lui tout le contenu dont il a besoin, l'organigramme avec les photos, éventuellement le livret d'accueil. Invitez-le à déjeuner. Essayez de programmer des petits entretiens réguliers ou de passer le voir de temps en temps pour pouvoir maintenir le lien et veiller à ce qu'il soit bien dans son poste ou dans l'entreprise. Alors, quelques points aussi sur la rupture, parce qu'on n'est pas toujours dans une situation où les relations sont sereines. Donc, comme je vous le rappelais tout à l'heure, il peut y avoir une rupture du contrat d'apprentissage dans les 45 premiers jours. C'est une rupture qui est faite par écrit et qui doit être bien sûr transmise au CFA et à l'OPCO. Parce qu'il y a si rupture du contrat d'apprentissage il y a aussi suspension des aides, bien sûr. Après les 45 jours, il peut y avoir aussi une rupture possible par accord amiable avec l'employeur. Une rupture aussi après avoir saisi le médiateur de l'apprentissage. Là, c'est quand la situation se corse et une rupture possible aussi, quand l'apprenti, obtient son diplôme. Il doit dans ce cas, bien sûr, informer l'employeur. Alors juste, pour préciser et pour terminer, sur la rupture du contrat d'apprentissage, la rupture du contrat d'apprentissage à l'initiative de l'employeur hem, peut se rencontrer. Dans ce cas, l'employeur doit respecter la procédure de licenciement pour motif personnel. L'employeur peut rompre le contrat d'apprentissage en cas de faute, en cas d'inaptitude, en cas de force majeure, comme un événement, la force majeure, je vous le rappelle, c'est un événement exceptionnel, imprévisible et irrésistible. Il peut aussi rompre le contrat d'apprentissage suite à l'exclusion définitive de l'apprenti du CFA. Mais il peut aussi décider de garder l'apprenti. Dans ce cas, il va devoir l'employeur basculer sur un contrat de travail. Et puis malheureusement, le décès de l'employeur maître d'apprentissage dans une entreprise, unipersonnelle met fin également au contrat d'apprentissage. À la suite de cette rupture du contrat, l'apprenti qui n'a pas retrouvé de nouvel employeur peut aussi suivre sa formation théorique pendant 6 mois en CFA. Et enfin, la rupture du contrat est portée à la connaissance de l'OPCO et du CFA et le versement des aides est stoppé du fait de cette rupture. Alors la rupture du stage, quant à elle, je vous le disais au préalable, une clause de résiliation ou d'interruption définitive, peut figurer dans le stage, dans la convention de stage et vous avez donc tout intérêt, vous, en tant qu'employeur, pardon, à prévoir cette clause pour parer à toute éventualité. Et le code de l'éducation prévoit aussi, des motifs pour la rupture de cette période de stage: un accident, une maladie, un congé maternité-paternité, une adoption, un accord commun avec l'établissement, la signature d'un CDI ou la réussite d'un examen d'entrée au sein d'une formation. Il peut y avoir aussi rupture à l'amiable, à la suite d'un accord entre le stagiaire et l'entreprise d'accueil. Donc prévoyez bien aussi si, du fait de manquements, du stagiaire, à ses obligations, il peut y avoir également rupture. Ah, excusez-moi. Voilà, j'en ai terminé sur cette présentation parce que je veux aussi laisser la parole à Claudio.
On a tout juste eu le temps de voir vos coordonnées. Alors, pas de souci. De toute façon, Agnès, elles seront diffusées aux participants et accessibles en replay également. Donc, nous aurons la possibilité donc, de vous transmettre tout ça de façon à ce que si vous avez des questions, je ne dis pas de bêtises, Agnès, ces personnes peuvent vous Tout à fait. contacter de façon à obtenir des réponses à leurs interrogations. Merci beaucoup en tous les cas pour cette présentation très exhaustive et très complète des modalités à exiger par le statut de stagiaire ou d'apprenti. Donc, je pense que là, véritablement, vous avez le parallèle entre les deux. Je sais que tout ça se fait évidemment dans la bienveillance. Hein, on est conscient du fait que ça demande de l'investissement de part et d'autre, à la fois de la part de l'employeur et également de la part de l'apprenti ou du stagiaire, et que l'idéal est évidemment de travailler ensemble dans une bonne entente et pour le bien de chacun. Voilà, merci beaucoup Agnès en tous les cas. Je vais laisser la parole à Claudio qui va se présenter et qui va vous expliquer, lui, puisqu'on a vu les modalités théoriques, j'ai envie de dire, la théorie, maintenant on va parler de pratique, puisque lui a accueilli des stagiaires et des alternants dans son entreprise, il va donc pouvoir vous parler du terrain. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit pour Agnès ou Claudio, de façon à obtenir le maximum d'informations sur ces deux statuts. Je lui laisse tout de suite la parole. Je le remercie également d'être avec nous. Et j'aurai probablement aussi quelques petites questions à lui poser à mon tour après. Bonjour à tout le monde, Claudio, donc je suis dirigeant d'entreprise. Et j'ai créé la société Life Consent. Alors, j'avais créé d'autres sociétés auparavant, enfin, en participé en tant que fondateur. Et j'ai créé la société Life Consent dans le cadre d'un programme génial d'incubation qui est celui de SkiCube. Et j'encourage d'ailleurs les entrepreneurs qui veulent mettre en place ou qui veulent se lancer dans la création d'entreprises de type start-up, donc avec des produits et des services qui se développent dans un environnement d'extrême incertitude, de faire appel à SkiCube parce qu'on a vraiment une pépite chez nous qui permet d'accompagner les projets de start-up. Voilà, donc la société a été créée en août 2019. Et très vite, pour moi, s'est posé la question de monter une équipe, donc de développer, parce que bon, il était clairement pas indiqué de travailler tout seul. J'avais prévu, en fait, j'avais la chance d'avoir un service qui était déjà commercialisable, donc assez vite besoin de m'entourer de personnes qui pouvaient, dans l'équipe, m'aider à mener à bien les missions commerciales et marketing de la nouvelle société. Donc alors, j'ai très vite en fait fait appel à des stagiaires et je me suis dès le démarrage quasiment de la société, j'ai pris une apprentie. Donc c'était ma première apprentie. À l'époque, il n'y avait pas du tout l'aide exceptionnelle puisque on est en 2019. Et donc, tout ça pour vous dire que je suis passé par plusieurs stades en fait dans ma réflexion. J'ai fait des essais, il y a des bonnes choses, il y a des moins bonnes choses, mais globalement, pour moi, c'est un vrai oui sur l'utilisation en fait des deux dispositifs, que ça soit le stage et l'apprentissage dans le cadre de développement d'une structure, d'une société. Voilà. Je veux bien, Anne-Valérie, répondre si tu as des À questions. quelques questions. Alors, Voilà. ouais. Moi, la première, tu y as plus ou moins répondu, c'était quelle était ta motivation première pour t'entourer d'un apprenti ou un stagiaire. Mais là, j'ai envie de te dire, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi plutôt un apprenti qu'un stagiaire pour le coup? Quelle a été ta motivation plutôt pour l'apprenti? Alors, au moment de la création, j'ai réfléchi alors, j'avais une problématique, c'était besoin de monter rapidement une équipe à moindre coût et compétente. Autant dire, ça faisait beaucoup de... voilà, donc à moindre coût, compétente, rapidement.
Et très vite s'est posé la question, c'est stagiaire ou apprenti? Apprenti, pourquoi? Apprenti parce que je voulais quand même une relation de salarié. Alors qu'on a bien vu avec Agnès. D'ailleurs, merci Agnès pour la présentation, elle est géniale. Je veux bien la voir aussi. Voilà, le stagiaire n'est pas un salarié. Donc j'avais déjà j'avais fait cette expérience. Le stagiaire est là pour apprendre. Alors oui, de manière ponctuelle, un stagiaire apporte bien évidemment quelque chose à la société. Si on n'est pas on n'est pas des sociétés caritatives, mais il est clair que l'objectif principal, c'est l'apprentissage. Enfin, c'est qu'il apprenne dans le cadre de sa formation, qu'il découvre. Donc, moi, j'avais besoin de pérenniser quand même, et l'apprentissage est vraiment génial pour ça, parce qu'on a des contrats généralement qui, pour les plus en entrée, c'était 12 mois. Donc, moi, j'avais pris 12 mois, avec aussi l'idée par la suite de trouver à travers cet apprentissage peut-être les futurs collaborateurs en sortie de formation qui allaient pouvoir continuer avec moi. C'est vrai qu'à chaque fois que je prends un apprenti, j'ai un petit espoir, une petite idée en fait que cet apprenti soit pour moi un collaborateur qui s'inscrive dans la durée. Évidemment, c'est aussi ça, dans le temps, on voit si la personne elle est vraiment et se sent bien. Et parfois, il y a des apprentis qu'on aimerait garder et qui malheureusement s'en vont. Mais voilà, l'apprentissage, c'est quand même pour s'inscrire dans la durée, plutôt que le stagiaire. Alors, c'est bien de souligner qu'on... C'est vraiment deux dispositifs Pardon. différents. Voilà, moi j'ai commencé par recruter des stagiaires dans une autre entreprise où j'étais gérant avant. Et je l'ai fait, alors le recrutement des stagiaires, je l'ai plutôt fait parce que j'avais envie de m'entourer de jeunes et j'avais envie de transmettre. Voilà. Donc, je n'ai pas du tout dans une optique de trouver de la main-d'œuvre pas chère, corvéable à merci. C'était vraiment pas ça. C'était vraiment, je le fais par engagement, par rapport à des valeurs par rapport à un intérêt qui est personnel, qui est de transmettre. Et je me suis engagé d'ailleurs depuis plusieurs années à prendre des stagiaires, alors même qu'on n'avait pas forcément toujours besoin au sens strict du terme, notamment auprès de l'IUT de Rambouillet ou d'autres IUT. Mais voilà, donc j'assiste assez souvent. Ça me permet aussi d'être en contact avec des jeunes. Ça me permet aussi de m'entourer. C'est un vrai bol d'air frais pendant la durée de stage. Voilà. Agnès, alors en effet, c'est vrai que c'est bien de souligner que ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que quand on prend un apprenti et qu'on mise sur le fait qu'il puisse rester dans l'entreprise, ce n'est pas forcément gagné parce qu'il peut aussi avoir d'autres ambitions, d'autres envies. Donc, c'est tout l'intérêt aussi du chef d'entreprise que de valoriser son entreprise aux yeux de son apprenti pour essayer de le garder. Et donc, quelles sont, par exemple, les qualités que tu as privilégiées lors du recrutement et comment tu as trouvé, donc c'est via l'IUT de Rambouillet majoritairement, mais sinon, quelles sont les qualités que tu as pu privilégier quand tu as recruté un apprenti? Sur quoi est-ce que tu as vraiment focalisé ton attention? Alors, mes premiers apprentis, je les ai recrutés en effet grâce à l'IUT, c'est-à-dire que c'était par opportunité dans l'IUT, ma première apprentie. Ensuite, mon deuxième apprenti était d'abord stagiaire chez moi et est devenu apprenti par la suite. Donc, vous voyez, vous pouvez à partir d'un stage, en fait, trouver la personne qui est vraiment bien, qui se plaît dans votre projet d'entreprise et par la suite aller et l'accompagner en tant qu'apprenti. Voilà. Alors, les qualités, franchement, on a essayé pas mal de choses. En fait, chez Live Consent, dans l'équipe, on est assez collaboratif. Voilà, on aime bien mener ce genre de projet à plusieurs. D'ailleurs, quand on fait des recrutements, la personne fait un entretien, on va dire, avec plusieurs visages de l'autre côté, généralement en distanciel, puisque là, c'est depuis 2 ans, on est comme ça, mais il y a tous les apprentis, stagiaires qui sont présents, en fait, qui participent à l'entretien de présentation du candidat. Et on a fait, en gros, finalement, ce que je me rends compte, c'est que il y a c'est ça, la prestation lors de la présentation, la première présentation, prise de contact.
est très importante. Ce qu'on privilégie, en fait, c'est vraiment le côté, c'est la façon, c'est la présentation de la personne, c'est la cohérence de son discours. Voilà, est-ce que c'est quelque chose, est-ce qu'il y a une cohérence? La sincérité perçue, c'est-à-dire qu'on a vraiment des personnes qui sont là, en fait, pour essayer de vendre ce qu'ils ne sont pas réellement. Donc, c'est voilà, la sincérité. Et puis aussi, bien évidemment, l'engagement de la personne au sens, on aime bien avoir des personnes qui sont un peu dynamiques, qui respirent la vie, qui sont motivées, puisque bon, on recrute des jeunes, on n'aime pas forcément avoir des gens qui sont introvertis, etc. Voilà. Donc, c'est vraiment des qualités humaines avant tout. Et puis, le parcours, c'est intéressant, même si on sait que bah, forcément, un apprenti ou un stagiaire n'a pas un parcours, souvent, il n'y a pas des parcours professionnels encore, hein. Mais c'est la façon dont les candidats mettent en avant leurs propres expériences qui sont extrascolaires, on va dire, vie associative, passion, etc. Donc, la façon dont ils articulent en fait la présentation de leur parcours, comment ils ont, ce qu'ils en ont retiré, etc. C'est vraiment un point également qui est très important dans le recrutement. Voilà. Quelqu'un qui dit, en gros, Donc, bah voilà. Oui, en pardon. fait, on comprend qu'à travers ce que tu dis, que c'est pas seulement les qualités techniques, hein, il y a aussi beaucoup de qualités humaines. Il faut que la personne s'intègre dans l'équipe, je présume. Et précisément au sujet de l'équipe, à qui est-ce que tu as confié le rôle d'accompagnateur, hein, de tuteur, hein, pour l'apprenti ou le stagiaire? Est-ce que c'est toi, chef d'entreprise, qui t'en charge? Est-ce que tu l'as délégué à une personne? Quel a été ton choix par rapport à ça? Alors, pour les stagiaires, depuis, depuis 1 an, on fait une expérience. C'est-à-dire que mes apprentis sont généralement des bac+3, qui préparent des postes à responsabilité managériaux. Et donc, du coup, sur la feuille, sur les stagiaires qui font moins de 2 mois chez nous, c'est des tuteurs de stage qui sont les apprentis, en fait. Chaque apprenti prend un stagiaire, recrute un stagiaire avec moi, évidemment. L'idée, en fait, pour l'apprenti, c'est de pouvoir mener une activité réellement de management, c'est-à-dire un peu gérer quelqu'un d'autre, hein. Évidemment, on n'est pas dans une relation hiérarchique, mais c'est gérer quelqu'un. Donc, pour les stagiaires, je suis on va dire co-tuteur avec mes apprentis. J'ai des apprentis d'ailleurs qui sont rempilés chez moi pour 2 ans, donc j'avais pris 1 année. Celui qui était en stage est devenu un apprenti chez moi pour 1 année supplémentaire par la suite. Et là, il est encore en master chez moi, donc j'aurais fait un parcours au moins de 3 ans avec lui, un peu plus de 3 ans avec lui. Voilà, donc pour les apprentis, c'est différent. Pour les apprentis, donc c'est moi-même, j'ai 2 apprentis. Un maître d'apprentissage peut avoir 2 apprentis. Un troisième si c'est un redoublant. Mais moi, j'ai deux apprentis et mon associé, qui est également un salarié dans mon entreprise, en fait, qui est à temps partiel, il a également sous sa responsabilité deux apprentis. Mais en vérité, on a aussi un responsable commercial et un responsable marketing qui sont associés dans mon projet, et c'est eux aussi qui apportent en fait au quotidien un suivi. Donc en fait, un apprenti, il a un maître d'apprentissage référent, mais également, il va travailler avec au moins une personne en responsabilité qui est généralement très focalisée sur ce qu'il doit faire en fait dans sa formation. Donc les commerciaux avec un directeur commercial et les marketeurs communication avec un directeur marketing commercial. Très bien, merci. Il y a quand même une question, je pense, qui doit être posée, c'est est-ce que ça prend du temps? Est-ce que ça prend du temps d'être tuteur? Est-ce que tu peux évaluer à peu près l'investissement en temps que ça te demande pour un apprenti ou pour un stagiaire? Alors, avec l'équipe, en fait, hein, donc l'équipe, c'est vrai que chez Life Consent, on a une équipe où il y a beaucoup finalement, par rapport à notre personnel, hein, on a quand même pas mal d'apprentis et aussi des stagiaires ponctuellement.
Et on a mis en place depuis le temps, donc on est à notre troisième, on va dire, session de recrutement, on a mis en place en fait une façon d'intégrer les apprentis ou les nouvelles recrues à travers un parcours on va dire, de formation qui se déroule sur une semaine, où ils rentrent, on leur présente en fait notre entreprise, les missions, etc. Il y a toujours quelqu'un qui va, on a un système un peu de parrain en fait, ou marraine, donc quelqu'un qui est plus ancien qui va pendant cette semaine-là suivre en fait la nouvelle recrue. Voilà, donc c'est un parcours en fait où petit à petit en fait on va avancer avec cette personne pour qu'elle puisse devenir de plus en plus autonome, on va dire, sur sa part de mission. Donc je dirais qu'à part ces premières 2 semaines, un apprenti ou un stagiaire ne demande, alors stagiaire un peu plus quand même, mais un apprenti ne demande pas plus, pas moins de suivi qu'un salarié. C'est-à-dire que là, pour le coup, la question c'est est-ce que vous suivez vos salariés et comment vous les suivez? Bah oui, puisqu'on les suit dans le cadre de process, dans le cadre de mission, etc. Donc pour moi, il n'y a pas de, je fais pas la différence. Je sais pas si c'est bon ou pas, mais enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le fais. Je fais pas la différence entre, pour les apprentis en tout cas, entre un salarié qui n'est pas en apprentissage et un salarié en apprentissage. Je sais juste que ce sont des salariés qui ont des contraintes et d'ailleurs sont très courageux puisqu'ils ont des contraintes particulières et en plus par rapport à un salarié normal, puisqu'ils doivent gérer en parallèle une formation qui est souvent assez prenante. Donc voilà. Donc il y a une gestion du temps en fait qu'il faut mettre en place. Mais un apprenti qui a été pour moi, qui a été bien recruté, que vous avez formé, mais pas plus, pas moins qu'un salarié habituel, qui est devenu un autonome et vraiment une force vive pour l'entreprise et ne demande pas, encore une fois, pas plus de suivi. Alors, il y a des suivis formalisés quand même, parce que vous êtes un peu comme un papa ou une maman, parce que vous avez un carnet, enfin un suivi de la formation aussi. Il faut que vous vous intéressez à la formation en fait de l'apprenti et donc savoir s'il réussit ou pas, s'il a des difficultés. Donc, il y a ce volet en fait formation et suivi de formation sur lequel j'aime bien avoir un œil parce que j'aime bien que mes apprentis valident leur diplôme. C'est un peu l'objectif quand même pour eux. Donc, c'est un suivi qui est on va dire, supplémentaire par rapport à un salarié lambda, mais ça ne prend pas tant de temps que ça. Je dirais que si vous avez 3 heures dédiées au suivi de la formation par mois, c'est déjà pas mal quand même. Enfin, je dis vraiment au suivi spécifique de la formation, aux échanges avec l'apprenti, comment ça va, est-ce qu'il y a des difficultés, avec quelques échanges avec aussi le CFA qui sont importants. Je suis présent à toutes les soutenances aussi, donc voilà, c'est pas plus coûteux. Donc c'est gérable. C'est gérable. Par contre, comme disait Agnès, le télétravail, moi personnellement, on ne l'a pas mis en place, on le met en place de manière très exceptionnelle. Pourquoi? Parce que j'estime que ce sont quand même des jeunes qui sont en situation d'apprentissage, donc en situation d'apprendre quelque chose, et que c'est plus facile, dans la mesure du possible, quand on n'a pas les contraintes sanitaires, etc., de se réunir dans un endroit, dans des bureaux, et pour tout le monde, c'est mieux d'avoir ce moment en fait on va dire de présence, quoi. Sachant qu'un apprenti n'est pas là tout le temps en entreprise. Donc, si en plus vous lui mettez du télétravail, vous le voyez quasiment jamais, si ce n'est à travers un écran. Donc, voilà. Nous, on ne l'a pas mis en place et en tout cas, je ne le mets pas en place pour la première année d'apprentissage. Avec les deuxième, troisième années d'apprentissage, j'autorise en fait, on se met de manière intelligente. On peut prendre une journée de télétravail par semaine et pas de manière systématique. Voilà. J'ai encore 2 petites questions. La première, c'est est-ce qu'en termes de formalité, ça t'a semblé pesant, ça t'a semblé compliqué de mettre ça en place, que ce soit pour le stagiaire ou pour l'apprenti? Est-ce que le calendrier apprentissage où l'apprenti est là 2 jours par semaine ou 3 jours, ou voilà, avec est-ce que ça c'est une contrainte pour l'entrepreneur?
Alors, le planning est une contrainte pour l'entreprise, effectivement, puisque et ça dépend du CFA. Donc, voilà, vous choisissez pas forcément. Après, vous pouvez intégrer un apprenti parce qu'il a un emploi du temps qui est plutôt celui qui vous plaît par rapport à votre projet. Moi, j'ai les deux, enfin, j'ai aujourd'hui les deux formules, hein. J'ai un apprenti qui est là 4 jours par semaine, un jour en formation. C'est plutôt pas mal pour les postes commerciaux puisqu'il y a un suivi voilà, dans le temps. J'ai aussi 2 jours par semaine, non, 2 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école pour les masters. Et puis j'ai aussi plutôt en bac+3, on va avoir plutôt des alternances de type 1 semaine en entreprise, 1 semaine à l'école. Donc ça soit licence pro ou bachelor. Voilà, donc en fait, c'est une contrainte, il faut tenir compte de ça. Après, pour les postes commerciaux, franchement, c'est ce que j'ai dit, c'est un peu comme quand ils ont des devoirs à la maison. Quand ils sont en cours, ils suivent quand même un peu le mail entre midi et 2 et le soir, hein, parce qu'on ne peut pas laisser les clients sans leur parler, quoi. C'est difficile, les gens ne comprendraient pas. Ça se passe très bien, c'est en bonne intelligence. Sur les métiers un peu, enfin sur tout ce qui est post, communication, marketing, c'est beaucoup plus simple puisque du coup, il n'y a pas cette relation directe avec un client, donc il n'y a pas une contrainte de temps particulière, quoi. Mais est-ce que je ne sais pas si j'ai répondu à la question? Oui, Bon. tout à fait. J'ai donc ma dernière question pour clôturer ce webinaire. Si tu devais donner un conseil ou des conseils à un chef d'entreprise qui souhaite recruter un apprenti ou un stagiaire, qui hésite encore sur l'un ou l'autre ou qui hésite sur le principe d'accueillir un stagiaire ou un apprenti, qu'est-ce que tu pourrais lui dire en un mot pour le convaincre? Alors, moi, mon expérience est globalement très positive. Voilà, donc je ne peux que recommander en fait d'accueillir des jeunes dans l'entreprise pour une double raison, hein. Alors que pour les stagiaires, c'est si vous avez envie de transmettre, si vous avez envie de le transmettre et en même temps de bénéficier finalement d'un retour aussi, qui est le retour d'un regard différent sur votre entreprise, qui ne durera pas beaucoup, parce que c'est maximum 6 mois, mais qui sera là. C'est un jeune qui va forcément vous apporter, un ou plusieurs jeunes qui vont vous apporter une vision peut-être différente. Voilà, c'est stimulant. Pour l'apprenti, c'est vraiment l'intérêt, ce que je vois comme intérêt, surtout pour les startups. Alors, je prêche pour ma paroisse, mais ça peut être aussi pour d'autres entreprises, bien évidemment, pour les grandes. Mais pour les startups, c'est un moyen extraordinaire de bénéficier d'une compétence, d'une dynamique en fait qui est très rapidement mobilisable pour votre entreprise. Et en termes de formalité, le stage, je dirais que c'est plus simple parce que c'est souvent l'école en fait qui vous fait signer la convention. Donc on a vu, Agnès a dit différentes clauses, mais moi j'ai jamais eu à créer ma propre convention de stage. Généralement les établissements le fournissent. Pour les formalités, pour ce qui est de l'apprentissage, en fait il y a deux choses, hein. Vous allez signer le CERFA, le fameux CERFA. D'ailleurs, vous signez le CERFA et ensuite vous devez avoir un compte ou sur le portail de de l'OPCO. Vous allez pouvoir en fait télécharger généralement. Enfin, moi je suis chez Atlas, mais je suppose que d'autres OPCO sont pareils. Il y a un dossier en fait en ligne où on le télécharge, tout est bien fait. C'est vraiment là-dessus, c'est assez simple. Je me suis trompé parfois sur les taux. Voilà, c'est un peu les taux, les rémunérations, enfin bon, bref, il faut tenir compte de votre convention, etc. Mais l'OPCO est là aussi pour vous conseiller. Donc c'est ça qui est génial, c'est-à-dire qu'ils vont regarder votre dossier. Il y a le CFA aussi qui est là pour vous conseiller. Souvent, les CFA vous pré-remplissent le CERFA. Voilà, vous pré-remplissent le CERFA. Certains CFA qui ont plus d'apprentis, etc., vous le remplissent carrément. Et il est très bien fait, donc vous avez juste qu'à le poster sur l'OPCO. Donc globalement, vous n'allez pas passer beaucoup de temps hein, sur les formalités. Il y a aussi la convention de formation que vous allez devoir signer avec l'établissement, puisque c'est
Alors, généralement, le coût de la formation est pris en charge par l'OPCO. C'est pour les diplômes, en fonction des diplômes, mais parfois il y a un reste à charge pour l'entreprise. Alors le reste à charge, c'est pas grand-chose, hein, mais il faut quand même savoir qu'il y a, par exemple, sur une formation de 9 000 €, vous pouvez avoir 900 € qui restent à charge pour l'entreprise. Donc l'OPCO prend en charge le coût de la formation. Je le dis souvent aux apprentis, votre formation, elle coûte. Donc ne pensez pas qu'elle est gratuite, puisqu'il y a un coût pour nous, pour la France, enfin pour nous tous, pour la collectivité, puisque même si elle est prise en charge par l'OPCO, il faut que les apprentis, notamment, soient au courant quand même que leur formation coûte. Donc c'est pour ça qu'ils doivent être brillants et réussir leur diplôme. Voilà, notamment. Voilà, ça c'est important. Un petit conseil aussi que je donne, c'est de soigner le recrutement. C'est vraiment soigner le recrutement, comme avait dit Agnès, c'est définir une fiche de poste, bien préciser la localisation. Nous, par exemple, on ne prend pas des apprentis qui sont à plus d'1 heure en fait de chez nous, parce qu'on sait qu'à terme, ça va être source peut-être de démotivation, qu'on préfère quand même prendre plutôt local. Voilà. Donc, bien soigner la fiche de poste, et puis après, vous la postez sur Ski Emploi. Nous, on vient de tester, donc là, on est en train de le tester. Sur Ski Emploi, il y a sur la région Île-de-France, il y a des portails pour poster, sur LinkedIn, évidemment. Donc, vous faites une diffusion auprès même de votre cercle de cette fiche de poste qui doit donner envie. Et puis après, le recrutement, un entretien. Voilà, vous le faites un entretien pour vous présenter réciproquement. Et puis sur les candidats que vous avez sélectionnés, on a mis en place, nous, au début, on a fait très compliqué, mais non, de moins en moins compliqué. Mais on voulait absolument faire des exercices. C'est-à-dire, par exemple, pour un poste de commercial, on aimerait bien avoir une mise en situation, quoi, pour savoir si la personne, elle se débrouille au téléphone, etc. Pour un poste de communication, aussi un petit écrit qui nous permet d'apprécier, en fait, la qualité de l'écrit. Genre, pas beaucoup de fautes d'orthographe ou des phrases, en fait, qui veulent dire quelque chose, etc. Voilà. Donc, des petits tests, en fait, qui montrent qu'on n'est pas... Il y a un peu de compétences aussi quand même, quoi. Des compétences qui sont générales, hein, parce qu'on ne demande pas, en fait, aux gens d'être des docteurs en marketing ni des commerciaux accomplis, quoi. Mais il faut qu'il y ait déjà une fibre, entre guillemets, commerciale. Un commercial qui va faire des missions commerciales et qui n'a pas envie de décrocher son téléphone, c'est très difficile pour lui. Donc, on va éviter. Un communicant qui fait beaucoup de fautes d'orthographe et qui fait des phrases, en fait, à n'en plus finir, et finalement, on ne comprend pas ce qu'il dit. Là, pareil, c'est un peu difficile. Voilà. Donc, voilà, petit conseil, c'est recrutez si vous avez envie de transmettre, recrutez si vous avez vraiment des missions importantes, à valeur ajoutée pour votre entreprise, et recrutez en ayant la confiance, en fait, que ces jeunes vont être un vrai atout pour vous et non pas une charge supplémentaire à gérer au quotidien. Voilà. Merci beaucoup pour cet éclairage, Claudio. Je pense qu'on l'aura compris, hein, c'est vraiment une opération gagnant-gagnant, à la fois pour le jeune et à la fois pour l'entreprise, qui chacun trouve ce qu'ils sont venus chercher. Je pense que véritablement, c'est quelque chose sur lequel il faut se pencher, dans la bienveillance, bien évidemment, hein, l'idée n'étant pas de traquer les erreurs, ou voilà, on est vraiment dans l'accompagnement. En tous les cas, merci mille fois à Agnès Noël et à Claudio Sirbu d'avoir accepté d'animer au débeauté ce webinaire, puisqu'il était initialement prévu en présentiel. Là, ça nous permet effectivement de l'enregistrer, de vous le mettre à disposition en replay. Donc, vous aurez le loisir de le re-regarder ou de le regarder pour ceux qui nous rejoindront a posteriori. En tous les cas, merci encore mille fois. On espère que l'apprentissage et puis que le statut de stagiaire va perdurer longtemps et dans de bonnes conditions grâce à vous. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. À très bientôt. Et n'hésitez pas à nous contacter, Agnès ou moi-même, pour toutes les questions qui pourraient vous venir juste après. Merci à tous et à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.